Merci de nous rejoindre pour la dernière interview de cette Convention nationale des avocats sur la Web TV de la Convention. J'accueille Bernard Stirn, qui est président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et avec lui, nous allons parler des avocats, et notamment des avocats devant les juridictions administratives. Quel est leur rôle devant les juridictions administratives ? Je me réjouis beaucoup de participer à cette convention nationale qui permet d'avoir des contacts avec beaucoup d'avocats, avec les organisations représentatives des avocats, notamment le Conseil national des barreaux, ce qui est particulièrement judicieux à un moment où les avocats sont de plus en plus présents devant la juridiction administrative. La juridiction administrative a connu un très fort accroissement du nombre d'affaires qui lui sont soumises. En 1970, il y avait 20 000 affaires devant les tribunaux administratifs. Il y en a près de 200 000 aujourd'hui. Et donc les avocats sont beaucoup plus sollicités. Ils participent en même temps à toutes les réformes, à toutes les évolutions de la juridiction administrative, en particulier dans 3 domaines, davantage d'oralité, des procédures d'urgence et une dématérialisation des procédures. Davantage d'oralité. Les audiences laissent davantage de place à l'expression des avocats qui, depuis 2009, reprennent la parole à l'audience devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel après les conclusions du rapporteur public. Des procédures particulières comme les procédures de référé ou comme des procédures particulières d'instruction sur les affaires difficiles donnent une large place au débat oral avec les avocats. Les avocats sont très présents et ont un rôle très important dans les procédures d'urgence, notamment les référés, qui ont mis en lumière la juridiction administrative sur des affaires souvent délicates, qui sont traitées très rapidement, que ce soit sous la forme d'un référé suspension. On a eu tout récemment la suspension de la décision qui avait supprimé les bourses au mérite pour les étudiants. C'est un exemple parmi bien d'autres. Oui. On a des procédures de référé liberté qui conduisent à prendre des positions très rapides quand une liberté fondamentale est en jeu. Ces procédures représentent aujourd'hui environ 10% des affaires dont les juridictions administratives sont saisies. Enfin, les avocats, les barreaux, jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre des procédures dématérialisées qui permettent de saisir l'ensemble des juridictions administratives, non plus par la voie du papier, par la voie de photocopie, d'envois postaux, mais par des mémoires qui arrivent de manière dématérialisée. Je crois que l'ensemble des barreaux sont très satisfaits de cette modernisation des échanges entre les juridictions et les avocats. Un accès simplifié donc. Simplifié, plus rapide et moins de papier. D'accord. Alors vous êtes intervenu à l'occasion d'une table ronde sur la création de la norme par la politique. Si on s'intéresse à l'échelon européen et international, que peut-on dire sur ces nouveaux droits qui doivent coexister en même temps que le droit national? Comment le droit national arrive à coexister avec ces nouveaux droits? Le droit national d'un pays comme la France, comme des 27 autres pays membres de l'Union européenne, s'inscrit sans cesse davantage dans l'espace européen. Cet espace européen, il est constitué en réalité de 3 sources principales. Le droit de l'Union européenne, qui est un ordre juridique intégré, très puissant, facteur de rapprochement de toutes les branches du droit pour les pays membres de l'Union européenne. La deuxième branche, c'est le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, là qui réunit davantage de pays, les 47 États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le domaine des droits fondamentaux, la Convention, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme joue également un rôle très important de meilleure protection des droits et de convergence des droits entre les pays européens. Il y a enfin une troisième source également importante qui est les droits nationaux, l'ensemble des droits nationaux. Et il y a en réalité une interaction entre ces 3 éléments. Le droit de l'Union, le droit de la Convention, les droits nationaux. Chacun agit sur les 2 autres. Et de cette interaction, de ces échanges réciproques, découle un véritable droit européen, et notamment un droit public européen qui a des principes, qui a des règles, qui a des valeurs et
qui apparaît aujourd'hui comme un véritable système juridique autonome qui mêle des pays de common law comme le Royaume-Uni, des pays de droit continental comme la France ou l'Allemagne, et qui, au-delà de ce clivage traditionnel entre common law et droit qu'on qualifie parfois de romano-germanique, donne naissance à un véritable système juridique qui a de plus en plus sa personnalité et qui, je crois, deviendra dans l'avenir un des systèmes juridiques. Ce n'est pas si souvent que l'on voit naître et se constituer un véritable système juridique autonome, ayant ses propres caractéristiques et ses valeurs et faisant une forme de synthèse de l'ensemble des droits nationaux. D'accord. Et si on revient juste pour conclure sur le droit national, on a quand même des exemples récemment où le Conseil d'État a dû se prononcer sur de véritables questions de société qu'on peut connecter un petit peu à la politique parce que ce sont des sujets sensibles qui font réagir. Quelle est la marge de manœuvre du Conseil d'État sur ces questions? Est-ce que c'est à lui de se prononcer sur ces questions? C'est des questions très politiques. Ouais. Alors, il y a bien sûr sur les grandes questions de société un cadre tracé par la loi, par la Constitution, de plus en plus par la Constitution, et la question prioritaire de constitutionnalité, dont on parlait beaucoup ce matin, met davantage en avant l'ensemble du bloc de constitutionnalité. Les exigences constitutionnelles ont plus de force. Il y a le droit européen et le droit international. Donc le juge, il ne crée pas tout le droit. Il travaille dans un cadre largement tracé par les exigences constitutionnelles, par les principes des conventions internationales et tout spécialement du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans l'espace national du droit tracé par le législateur. Néanmoins, il y a toujours une marge d'interprétation importante, et beaucoup des grandes questions viennent devant le Conseil d'État, comme devant toutes les cours suprêmes nationales, pour que le juge précise le cadre. Alors c'est vrai de très nombreuses questions, les questions de laïcité, d'école et de laïcité, les questions de liberté religieuse, de fin de vie, de signes religieux, les questions de fin de vie. On en a une illustration très, très importante et très difficile d'ailleurs cette année dans l'affaire Vincent Lambert, sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé au mois de juin dernier. Donc sur l'ensemble de ces questions, c'est le Conseil d'État est comme une Cour suprême qui doit se saisir de questions de société également, ça fait partie de son rôle. Le Conseil d'État est une Cour suprême, il est une Cour suprême nationale. En France, nous avons la Cour de cassation, Cour suprême des juridictions judiciaires, le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif. Nous avons le Conseil constitutionnel. Ces trois institutions jouent, alors, chacune à leur manière, un rôle de Cour suprême, chacune dans leur domaine. Lorsqu'on est dans le domaine du juge administratif, de l'action administrative, et dans l'affaire Vincent Lambert, on y était puisque le litige a pris naissance dans un hôpital public, donc dans un hôpital qui dépend, qui applique le droit public, qui est une collectivité publique. Eh bien, la juridiction suprême de l'ordre administratif est amenée à trancher après des juridictions de premier sort. Avant le Conseil d'État, il y avait eu le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui s'était prononcé. Le Conseil d'État se prononce lorsqu'il est saisi. Les juridictions suprêmes ne s'auto-saisissent pas. Elles tranchent les litiges qui leur sont soumis. D'accord. On vous remercie, Monsieur Stirn, et Merci à vous. très bonne fin d'événement, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.